Voilà, donc je vous invite à me suivre pour cette évocation d'une femme assez exceptionnelle, assez extraordinaire, qui est Louise Michel, l'héroïne de la Commune de Paris. Le printemps était en avance de 3 jours sur le calendrier. À Paris, en ce matin du 18 mars 1871, la neige fondue qui était tombée durant la nuit laissait la place à un soleil tiède et affectueux. Tout semblait calme, étrangement calme, dans ce quartier chaleureux de Montmartre. Un calme inquiétant, le calme avant la tempête. Mais soudain, dévalant par les ruelles et les escaliers, une femme maigre, la quarantaine, le cheveu serré sous une capuche, une carabine dissimulée sous son long manteau noir, une femme aux yeux lumineux surgit comme par magie du ventre de la ville. Elle court dans les rues désertes en criant « Trahison, trahison aux armes !» Elle ressemble à Margot la folle de Bruegel, une Margot échevelée, survoltée. Derrière elle, des volets claquent. Cette femme vociférante n'est pourtant ni une folle, ni une forcenée. C'est une femme du peuple, sûre d'elle et déterminée. Elle sait où elle va. Elle se rend au Château Rouge, chaussée de Clignancourt, ancien bal qui fit danser tout le dandyisme encanaillé du siècle dernier, et où s'est installée la garde nationale et quelques-uns des futurs héros de la Commune de Paris. Théophile Forêt, le vieux Moreau, Avronzard, Lemoussu, Bourdeille et bien d'autres. Elle vient avertir ses amis que les 25 000 soldats des forces régulières commandés par le général Lecomte investissent la butte et en commencent l'ascension. En haut de la rue Le Pic, un garde national en faction, un certain Turpin, reçoit plusieurs coups de crosse et gît sur le pavé inanimé. Tout commença par une histoire de canon. La garde nationale de Paris possédait 227 canons, dont 200 avaient été fondus pendant le siège de Paris par les Prussiens grâce à des souscriptions privées. Les habitants les regardaient avec l'attendrissement de parents couvant leur progéniture. Lorsque les Allemands vinrent occuper Paris, pendant 48 heures, les Parisiens s'empressèrent de les mettre en lieu sûr, hors de la zone d'occupation, tout en haut de la butte Montmartre, sous la garde du peuple, c'est-à-dire des fédérés. Le siège terminé, la guerre achevée, la plus grande partie des combattants citoyens étaient demeurés sous les armes. Bien plus, le gouvernement, réfugié à Bordeaux, avait, ayant voulu les licencier, les délégués des 200 bataillons s'étaient réunis et décidèrent de créer une fédération à la tête de laquelle fut placé un comité central. La femme au manteau noir exhorte ses amis à ameuter la population. « Ça, c'est bien la Louise !» dit un jeune homme admiratif aux grands yeux bleus et à la barbe de faune. « Une sacrée femme, bigre !» Cette sacrée femme, Louise Michel, entrait ce jour-là dans l'histoire. Bientôt, les tambours populaires commencèrent leur tam-tam, puis un clairon sonna, jetant des notes stridentes au vent. 10, 20, 100 clairons y répondent. Sortis des maisons, dans les rues étroites, rue Saint-Vincent, rue des Suisses, rue de l'Abreuvoir, rue des Abbesses, des hommes commencent à danser lourdement autour des soldats. Les lazifusent, d'abord gentils et drôles. Les femmes s'en mêlent, bientôt, et insultent les soldats qui croisent les chasse-peaux contre leur poitrine qu'elles dénudent. « Eh ben, du quartier, petit blond !» s'écrie l'une d'elles. « C'est Montmartre ici. Vous venez d'où? Vous n'avez pas cassé la gueule à nos hommes !» Montmartre était encore, à l'époque, un gros village qui avait été annexé à Paris il y a seulement 13 ans.
à la fois bourg dangereux et bourg de plaisir, bourg vigneron, grande guinguette des paysans de Paris, lieu de franches lippées, de cavalcades, de défilés et de joyeux chaluts. Riches et pauvres y cohabitent, ceux des taudis comme ceux des demeures cossues d'Île-de-France. Les jardiniers y sont nombreux et même des mares ombragées de sol où il fait si bon de rêver en mai, quand le soir tombe. Tout au long de l'épouvantable guerre de 1870, mais tout de même un peu à l'abri, moins malheureux, marginal, le village a essayé d'alléger par ses rires et sa bonne humeur l'année terrible. Il n'y a que son jeune maire, un petit gars de 30 ans, qui ne plaisante jamais et qui n'a pas l'esprit du cru. Il faut dire que c'est un Vendéen, médecin de formation, qui trouve que la France est bien malade et qu'il n'y a rien de bien amusant dans la situation actuelle. Ce matin-là, il est réveillé par le cordonnier Simon Deleur. « Ah, elle est fraîche, votre politique, la conciliation. Voilà où elle mène, la conciliation. L'armée, il y a des morts. Vous êtes le complice de tiers qui nous égorgent. » Le maire de Montmartre, qui s'appelle Georges Clemenceau, noue précipitamment son gilet sur son écharpe et part à la rencontre des soldats de Adolphe Thiers, chef du gouvernement provisoire de la République depuis la chute de l'Empire. Il a du mal à contenir sa colère, car il s'estime roulé par Thiers, le tout petit monsieur Thiers, ce cafard de la grande bourgeoisie, qui avait pourtant juré aux élus qu'il ne ferait rien sans les avertir. Georges Clemenceau n'a pas encore le masque que l'histoire fixera, le tigre chauve aux gros sourcils blancs. Il porte de cheveux, il en a encore, taillé court, l'arrêt à gauche, les moustaches sont noires, tombantes, gauloises, le sourcil noir et épais. Arrivé à la hauteur du général Lecomte, il n'y va pas par 4 chemins. Filez, filez pendant qu'il est encore temps. Vous voulez que je vous arrête? Réplique offusqué le général. Je ne vous le conseille pas, lance alors Clemenceau en montrant son écharpe tricolore. Puis il se penche sur Turpin, toujours étendu sur le pavé, et le fait transporter à l'hôpital où il décédera quelques heures plus tard. Auprès de lui, il reconnaît Louise, qu'il connaît bien et estime. Elle le regarde, droit dans les yeux, avec un air de reproche. Elle le grommelle entre ses dents. « Monsieur le maire, honte à vous. » Il redescend alors vers sa mairie, entouré bientôt d'une foule hostile. Des cris fusent. « Salaud, t'as vendu les canons à Thiers, traître !» Clemenceau comprend cette indignation. Lui-même s'estime trahi par le gouvernement, mais il se défie des extrémistes, surtout de leur naïveté, et il s'efforce de jouer la conciliation. Mais chaque jour désormais, les fédérés deviendront plus déterminés, jusqu'au paroxysme de ce que l'histoire retiendra sous le nom de Semaine sanglante. 22 au 29 mars 1871. Face à eux, les soldats sont tout aussi déterminés. La plupart sont issus de la province et sont persuadés que les Parisiens révoltés sont des monstres recrutés dans les prisons, que les femmes sont des prostituées et que les enfants sortent des maisons de correction. C'est en tout cas ce qu'on leur a longuement inculqué. De la vermine. Ce n'est que de la vermine. On n'épargne pas la vermine, on l'écrase. Et les braves soldats, ancrés dans leur certitude, ne font qu'accomplir leur devoir. Quand Louise verra tomber les barricades des insurgés qui barraient l'entrée de la chaussée Clignancourt, quand elle verra les Versaillais, comme on commençait à les appeler, le gouvernement légal,
s'étant installée désormais à Versailles, quand elle les verra surgir, la fureur et la haine au visage, elle comprendra aussitôt que tout est consommé. Consummatum est. Elle écrira plus tard. Comprenant que tout était perdu, je ne voyais plus qu'une barrière possible. Et je criais. Le feu devant eux. Le feu. Le feu. Et bientôt, en effet, Paris brûlera. Ça y est, l'ordre est vaincu, s'écria joyeux en apprenant le soulèvement de la capitale un jeune poète exalté, Arthur Rimbaud. Il est vraisemblable que cette révolte, il ne la verra que de loin et qui ne participa pas aux événements. En revanche, son adhésion semble évidente, lui qui a partagé l'existence des miséreux de Paris, ce que Louis appellera les plaques fins des faubourgs. Lui qui se veut multiplicateur de progrès. À seulement 17 ans, Rimbaud est à son corps défendant au croisement de la manière de sentir dont parla Baudelaire et de l'éveil de la conscience politique antibourgeoise qui ne cessera de se structurer dans les dernières décennies du XIXe siècle. La Commune de Paris sera proclamée le 28 mars et Louise deviendra la Vierge Rouge, icône de cette révolution spontanée, celle que l'on dessinera toujours depuis sur un fond de barricade. On ne l'imagina plus qu'un fusil à la main. À la fois ambulancière et soldat, elle fera partie du 61e bataillon de marche de Montmartre et combattra sur les barricades dans son uniforme de garde nationale. Louise Michel sera partout où il y avait du danger. Elle fera face, sans sourciller, à ces soldats impitoyables qui froidement tiraient sur la foule des armées. Elle rapportera dans ses souvenirs la sainte fureur qui la soulevait alors. Je ne pouvais détacher mes yeux de ces pâles faces de sauvages qui, sans émotion, d'une action machinale, tiraient sur nous comme ils l'eussent fait sur une bande de loups. Elle deviendra en fait le symbole d'une certaine révolution et l'épouvantail traditionnel des bourgeois. Mais qui était cet insurgé? Cette insurgée type, cette sacrée femme? Louise Michel naît le 29 mai 1830 dans l'austère château de Vroncourt, en Haute-Marne. Sa mère, Marianne Michel, y est servante. Son père est Laurent de Maïs, fils du châtelain, à moins que ce ne soit le châtelain lui-même, Étienne Charles de Maïs. Qu'importe. Louise est élevée par ses grands-parents de Maïs. Avec sa grand-mère, Louise apprend à lire, à chanter et à jouer du piano. Son grand-père lui donne une éducation libérale, lui fait lire Voltaire, Rousseau et les encyclopédistes, et la nourrit de poésie. Elle s'intéresse à tout et se passionne particulièrement pour l'algèbre. En revanche, elle semble peu attirée par les garçons et refuse de se marier. La vie semble idyllique, si l'on en croit ses mémoires. Mais, en 1850, après le décès de ses grands-parents et de son père, Louise Michel est chassée du château par sa belle-mère. La voilà donc sommée de se trouver un métier. C'est ainsi qu'elle s'inscrit aux cours normaux de Chaumont pour devenir institutrice. En 1852, son diplôme en poche, elle choisit de créer une école libre à Audeloncourt, à quelques kilomètres de Vroncourt, pour ne pas prêter serment à l'empereur. Elle organise alors des sorties pédagogiques, qu'on n'appelait pas encore alors sorties pédagogiques, avec ses élèves, pour leur faire découvrir la nature et les animaux, et elle leur apprend la Marseillaise. Dans le même temps, elle continue à rimer. La poésie sera, avec le piano, l'une des grandes passions de sa vie. Son inspiration est souvent chrétienne,
ce qui peut étonner, car nous verrons qu'elle s'affirmera bientôt anticléricale. Voici l'un de ses poèmes. Jésus, sur son épaule, avait penché la tête. Il se leva partout un souffle de tempête, et toute clarté s'éteignit. L'horrible mort trembla, les rochers se fendirent, et comme Christ mourait, les tombes se rouvrirent. La mer dans son lit frissonna. Si Louise Michel est très aimée de ses élèves, ses méthodes avant-gardistes ne plaisent pas à tous les parents et lui valent de nombreuses visites chez le préfet, je pourrais dire convocation chez le préfet. Elle se fait également remarquer du rectorat par la publication dans un journal local de feuilletons qui contiennent des critiques à peine voilées de l'empereur. Elle envoie des poèmes à Victor Hugo, qui est un ennemi, comme vous le savez, un ennemi déclaré du régime. Et elle deviendra l'un de ses amis les plus chers. Sous la pression des autorités, elle finit par quitter Audeloncourt, puis en 1854, avec son amie Julie Longchamp, rencontrée à Chaumont, elle ouvre une seconde école de jeunes filles à Millière. Elle y reste 2 ans. Se sentant littéralement étouffée par le camp dira-t-on et l'enfermement dans des normes rigides, elle décide de partir pour Paris. Elle a 26 ans. Toujours aussi pauvre, elle continue néanmoins son métier, tant pour de jeunes élèves que lors de cours du soir qu'elle donne à des ouvrières. C'est à cette époque qu'elle prend le plus conscience de la souffrance de la classe ouvrière, malgré les sympathies que lui manifeste Napoléon III, qui a écrit L'extinction du paupérisme. Mais le livre de chevet de Louise Michel est alors signé par Victor Hugo. Il s'agit des Misérables, qui deviendra presque pour elle un évangile. Son admiration pour Victor Hugo va jouer un rôle considérable dans son évolution politique. Suivant en cela son idole, elle se range désormais farouchement dans l'opposition au régime de Napoléon III. Napoléon le Petit, comme le surnomme Victor Hugo, et elle finira par réclamer la chute de ce régime abject. On a souvent dit que son admiration pour lui ressemblait à de la passion. Que s'est-il vraiment passé entre eux? S'il s'est passé quelque chose, il est bien difficile de répondre à cette question. Quand on sait que l'enthousiasme érotique de Victor Hugo le rendait empressé auprès de tous les jupons qui passaient à sa portée, on peut penser que leurs rapports débordèrent le cadre de la poésie ou de la politique, même si Louise, bien que féministe, n'était guère féminine et fort peu séduisante, même à cette époque. Il n'y a pourtant qu'une mention de Louise Michel dans les carnets intimes de Victor Hugo. Elle date de 1870. Son nom est suivi de la mention « N ». Monsieur Henri Guillemin, qui a déchiffré ses carnets, affirme que cette mention veut dire « nu », N-U-E. On en a déduit qu'à 40 ans, en 1870, Louise s'est jetée nue dans les bras du faune, presque septuagénaire. Et dans ce cas, il est vraisemblable que leurs relations ont été ébauchées bien plus tôt. Peut-être en 1851, quand elle lui écrivait « C'est à toi, poète, d'élever la voix, le premier, pour cette belle et grande inspiration. » Cependant, en 1971, Madame Édith Thomas, qui est l'auteur d'une très belle biographie de Louise Michel, se demanda si la lettre N dans les carnets de Hugo ne signifiait pas tout simplement non. Le 4 septembre, au jour de la proclamation de la République, Hugo rentra à Paris en triomphe.
Louise se précipita alors pour le voir. C'est alors qu'apparaîtra le fameux N sur le carnet intime du maître, suivi de cette mention, une heure de voiture avec Enjolras, 2 francs 50. Il faut savoir que Enjolras était l'un des pseudonymes, Enjolras, héros du Gaulien, était l'un des pseudonymes de Louise. Que s'était donc passé dans cette voiture à 2 francs 50? Une lettre que découvrit Madame Édith Thomas nous apporte un élément de réponse sans doute déterminant. Louise écrit à Victor Hugo. Cher maître, Enjolras vous demande pardon de sa hardiesse d'hier et de celle d'aujourd'hui. Mais on peut bien venir apporter une lettre. N'importe qui en a le droit. Et j'en ai autant qu'un autre citoyen. Maître, êtes-vous bien fâché contre moi? Enjolras. Oh, il est évident qu'un homme comme Victor Hugo ne pouvait pas être fâché contre une femme, ne pouvait être que fâché contre une femme qui avait dit non. Par contre, une visiteuse qui se serait mise à nu, d'ailleurs se mettant nue dans un fiacre à 2 francs 50. Je pose la question. Cette lettre semble bien renforcer l'hypothèse que N signifiait non. De nombreux auteurs continuent d'ailleurs à s'interroger encore sur la vie intime de Louise Michel. La relation nouée avec Théophile Ferré, qu'elle a aimé comme on aime la Révolution, était-elle platonique ou pas? Certes, il n'était pas très beau, avec sa barbe noire qui lui dévorait le visage et son grand nez busqué. Ah, mais il était jeune, 25 ans. Mais pour elle, il était un nouveau Saint-Just, le héros, son héros de la Révolution française. Son courage quotidien sera couronné par l'héroïsme final devant le peloton d'exécution de sa tour. Alors, Louise mérite-t-elle de conserver son auréole de Vierge rouge? Qui était cette Charlotte Vauzel que Louise nommera sa compagne pendant près de 20 ans? Dans notre langage d'aujourd'hui, nous imaginerions facilement une relation lesbienne, mais Louise Michel était souvent critiquée pour son comportement, plutôt qualifiée de puritain. Ce qui est certain, c'est que Louise Michel fut une femme qui dérangea la bonne société de son époque. D'abord du fait de son célibat, comme elle dérangeait petite fille par sa curiosité, comme elle dérangera institutrice par ses méthodes, comme elle dérangea ensuite par ses opinions et son action politique. Mais revenons à ces années qui précédèrent la guerre de 1870. Avide de connaissances nouvelles, tout en enseignant, elle poursuit également sa propre instruction dans une sorte d'université populaire, comme on dirait aujourd'hui, située rue Hautefeuille et dirigée par des républicains tels que Jules Favre et Eugène Pelletan. Elle résume ainsi cette soif irrésistible de connaissances. Une rage de savoir nous tenait. Dans cette université populaire, toutes les matières y sont enseignées. Physique, chimie, mathématiques, droit, économie. Elle commence alors, à ce moment-là, à s'interroger sur la prostitution, la maladie mentale et la délinquance. Le livre du bagne, précédé par Lueur d'ombre, Plus d'idiots, plus de fous, et livre d'Hermann, paru en 2001 aux presses universitaires de Lyon grâce aux travaux de Véronique Faux-Vincenti, révèle l'intérêt que Louise Michel portait à la grande famille indéfinie et confuse des anormaux. Elle ne fait pas qu'effleurer les débats, elle pose la question, au travers de ses nouvelles, des origines et de la parenté éventuelle entre crime et folie. Un sujet toujours d'actualité. Elle examine en dernier ressort les conduites adoptées et les remèdes à apporter afin d'éveiller l'intelligence des fous et des idiots.
En 1865, grâce à une somme d'argent que lui donne sa mère, venue la rejoindre à Paris, elle ouvre sa propre école à Montmartre. Clemenceau décrira plus tard sa rencontre avec Louise dans son école et parlera des enfants piaillant, criant, se pendant à sa vieille robe trouée, l'adorant en étant adoré. Pendant ces années-là, elle commence à construire sa pensée. Elle est persuadée que l'humanité n'en est qu'à l'enfance et qu'elle va évoluer. Elle est convaincue que les femmes joueront un rôle moteur dans ces évolutions. Elle commence à fréquenter assidûment les meetings politiques. C'est d'ailleurs lors d'un meeting qu'elle rencontra Théophile Feuret et sa sœur Marie, et elle devient progressivement anticléricale. Elle est alors très proche des blanquistes, puis de l'Internationale. Elle se lie d'ailleurs avec des militantes du droit des femmes, notamment Madame Jules Simon, Maria de Resme, André Léo. Ce groupe réclame l'égalité de l'instruction pour la femme et aussi des salaires féminins corrects. En 1869, elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation qui veut aider les ouvrières à vivre de leur travail. Et elle s'adresse ainsi à elles. Nous comptons sur vous, qui ne voulez pas que la fille de l'ouvrier subisse la honte, que le triomphe te soit offert au peuple. Lors d'une réunion politique, elle n'hésite pas à se lever et à s'écrier. Quand l'heure sera venue, si les hommes sont timides, les citoyennes au premier rang marcheront. Moi, j'y serai. Comme 100 000 autres Parisiens, elle assiste le 12 janvier 1870 à l'enterrement du journaliste Victor Noir, assassiné par Pierre Bonaparte, cousin de l'empereur. Avec d'autres femmes, sur sa tombe, elle prononce un serment solennel. Je jure de porter le deuil de la victime jusqu'à ce que justice soit faite. Et elle le sera. Donc, à partir de ce jour, elle ne portera plus que du noir. De plus, en juillet, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, mais voit bientôt ses troupes s'incliner. Il est fait prisonnier. La Troisième République est proclamée le 4 septembre, mais dès le 19, Paris est assiégé par les Prussiens. La résistance s'instaure et Louise Michel se démène pour faire vivre son école et nourrir convenablement ses élèves grâce à l'appui du maire de Montmartre, Georges Clemenceau. Elle s'engage pleinement dans la vie politique et crée avec d'autres amis le comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement. Elle est si passionnée par la politique et les idées révolutionnaires qu'elle finit par en perdre toute féminité. Elle est laide, disait alors un journaliste. Mais si on essaye d'oublier, qu'elle est femme, sa laideur ne choque plus. La principale caractéristique de son visage était un nez particulièrement disgracieux et beaucoup trop long. Elle racontait elle-même avec beaucoup d'humour que, suivie un soir dans une rue à Paris par un mauvais garçon en quête d'aventure, elle s'était brusquement retournée vers lui. L'homme s'était alors enfui, épouvanté. Comme on l'a vu, on se pose toujours des questions sur ses relations ou sur son absence de relation avec les hommes. Durant les 72 jours que la Commune de Paris, que durera la Commune de Paris, Louise Michel sera présente sur tous les fronts. On évalue à plus de 17 000, 20 000 peut-être, le nombre de Parisiens abattus au cours de la fameuse semaine sanglante. La terreur, à titre de comparaison, la terreur pendant la Grande Révolution n'avait fait pas plus de 12 000 victimes dans la France entière. La guerre civile prit souvent le pas pendant ces 3 mois, et qui furent certainement les plus affreux de l'histoire de Paris, et prirent un caractère absolument atroce. Les communards, comme les Versaillais, se livrèrent aux pires exactions. Et la répression ne s'arrêtera pas avec la défaite de l'insurrection noyée dans le sang. La victoire de l'ordre acquise
un lourd silence s'abattit sur la capitale, où les décombres de tant de monuments, de tant de maisons fumaient encore, où tant de façades présentaient des plaies béantes, autant de rues dépavées et obstruées par des restes de barricades n'étaient plus que des cloaques puants. Les insurgés qui avaient pu échapper à la mort ou à l'arrestation se tapissaient, se taisaient, sentant monter en eux la réprobation de la France entière. Même ceux qui n'étaient pas hostiles à la Commune de Paris n'approuvèrent pas son caractère nihiliste. La Révolution en France n'a en fait jamais été nihiliste. Le célèbre Grand Soir n'a toujours figuré au programme que d'un petit nombre d'exaltés. La France est un pays où un révolutionnaire est aussi rationaliste qu'un préfet. On peut le regretter, n'est-ce pas, mais c'est ainsi. La formule de l'un des pères de l'anarchisme, qui se révéla lors de la Commune de Paris, Michel Bakounine, démolissons d'abord, et quand l'anarchie aura passé sur les institutions de la vieille société, nous procéderons à la reconstruction, ne suscitait pas un élan d'enthousiasme, et le drapeau noir ne supplantera jamais longtemps le drapeau tricolore, même au plus fort des événements de la Commune. Je disais que la Révolution en France n'a jamais été nihiliste, et si on se réfère à la grande Révolution française, qui servira pourtant de modèle à Lénine et à Trotsky pour la Révolution bolchevique, on peut constater que même dans l'esprit de ses acteurs les plus virulents, elle n'a pas eu pour objectif de tout détruire avant de tout reconstruire. Louise Michel n'est pas nihiliste pendant la Commune, elle évoluera, car elle évoluera dans ce sens-là, effectivement, mais elle évoluera ainsi bien plus tard. Elle est alors plus rouge qu'anarchiste. Le 24 mai, Louise, l'insoumise, se livrera aux Versaillais, car ceux-ci ont arrêté sa mère et menacent de l'exécuter. Marianne Michel sera finalement relâchée, mais Louise est incarcérée à la prison de Satory. Elle a alors 41 ans. Elle portera désormais le numéro de matricule 2190. Son procès devant le Conseil de guerre se déroule à Versailles en décembre 1871. Glissons-nous discrètement dans la salle du tribunal. Louise Michel est calme et déterminée face au président. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et je déclare accepter la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui, si je m'étais trouvé à Montmartre, quand ils ont voulu faire tirer sur le peuple. Je n'aurais pas hésité à tirer moi-même sur ceux qui donnaient des ordres semblables. Mais lorsqu'ils ont été faits prisonniers, je ne comprends pas qu'on les ait fusillés. Et je regarde cet acte comme une insigne lâcheté. Quant à l'incendie de Paris, et oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de feu aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas eu de complice pour ce fait. J'ai agi de mon propre mouvement. On dit que je suis complice de la Commune? Assurément, oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale, et que la révolution sociale est le plus cher de mes voeux. Bien plus, je me fais l'honneur d'être un des promoteurs de la Commune, qui n'est d'ailleurs pour rien qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi, qui ai assisté à toutes les séances de l'hôtel de ville, je déclare que jamais
Il n'a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables? Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel, de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale. Un jour, je proposais à Ferré d'envahir l'Assemblée. Je voulais 2 victimes, M. Thiers et moi-même, car j'avais fait le sacrifice de ma vie et était décidée à le frapper. Vous reconnaissez avoir voulu assassiner M. Thiers. Je dis bien assassiner. Parfaitement. Parfaitement, je l'ai dit, et je le répète. Il paraît que vous portiez divers costumes sous la Commune. J'étais vêtue comme d'habitude. Je n'ajoutais qu'une ceinture rouge à mes vêtements. N'avez-vous pas porté plusieurs fois un costume d'homme? Affirmatif. Une seule fois, c'était le 18 mars. Je m'habillais en garde nationale pour ne pas attirer les regards. Peu de témoins furent assignés durant le procès de Louise Michel, les faits qui lui étaient reprochés, d'ailleurs n'étant pas discutés par elle. Maître Haussmann, son avocat, déclara que devant la volonté formelle de l'accusé de ne pas être défendu, il s'en rapportait simplement à la sagesse du Conseil. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous, qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le camp de Satory, où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société? On vous dit de le faire? Eh bien, le commissaire de la République a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour un peu de liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous me laissez libre, je ne cesserai de crier vengeance, et je dénoncerai à la vengeance de mes frères, les assassins de la commission des grâces. Oh, je ne puis vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton. J'ai fini. Et si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Après ces paroles qui causèrent une profonde émotion dans l'auditoire, le Conseil se retira pour délibérer. Au bout de quelques instants, il rentra en séance et, au terme du verdict, Louise Michel sera à l'unanimité condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. On ramena l'accusé et on lui donna connaissance du jugement. Quand le greffier lui dit qu'elle avait 24 heures pour se pourvoir en révision, elle s'écria. Non, il n'y a point d'appel. Mais je préférerais la mort. Le 16 décembre 1871, à l'issue de son procès, elle est condamnée à la déportation à vie. En attendant son départ pour la Nouvelle-Calédonie, Louise Michel est emprisonnée à Auberive, en Haute-Marne. Elle y retrouve de nombreuses camarades des barricades, elles aussi condamnées à la déportation. Béatrix Scoffon et Nathalie Lemel, ouvrières adhérentes à la Première Internationale, en font partie notamment. Dans sa prison, elle médite sur les événements qu'elle a vécus et ressent une grande tristesse. Parfois, elle doute. Elle se demande si la Commune et tous ces morts auront servi à quelque chose. Il faudra bien admettre que la Commune aura singulièrement retardé ce progrès social qui était de même l'un de ses principaux objets et l'un des buts essentiels de Louise. Quant au socialisme, le voilà mort pour longtemps, s'écrie Flaubert, tandis que Gambetta déclara au Net en avril 1872 « Il n'y a pas de question sociale en France ».
moi pour longtemps, pas si sûr. Favorisé par les progrès technologiques, puis la démocratisation des institutions politiques, ainsi que par la généralisation de l'instruction publique, la presse, et tout particulièrement la presse provenant de groupes de pensée de gauche, ne va pas cesser de se développer dans sa forme et son contenu, à Paris, mais aussi en province, et notamment à Marseille, où l'égalité, journal de l'Union démocratique de Midi, ardent propagateur des idées républicaines les plus avancées, finit par s'imposer. Si la rédaction est principalement confiée aux hommes et principalement masculine, l'égalité souligne l'importance de l'émancipation des femmes. Miss North, une femme énergique d'origine américaine qui collabore également au journal Le Devoir, inscrit son expérience dans ce grand mouvement qui conduit de plus en plus de femmes à s'engager politiquement. Elle soutient des femmes emprisonnées après la Commune, Sophie Poirier, Béatrice Excoffon, la couturière Marie Ségaud, la blanchisseuse Marie Mortier et bien d'autres, et puis bien évidemment Louise Michel, et se réclame avec des accents lyriques, vibrants, du grand Victor Hugo, notre grand génie national, orgueil de l'intelligence française, voix olympienne des espérances de l'humanité. Dans un article intitulé « Chapeau mou et tête fêlée », publié en janvier 1874, elle se fera l'avocat de Victor Hugo, attaqué de toutes parts par ceux qu'il soutient les opprimés et les victimes de la société. Le 28 août 1873, Louise est embarquée sur la Virginie, à destination de la Nouvelle-Calédonie. Paul Verlaine, dont la femme Mathilde Monté est une amie de Louise, écrit: Madame et Pauline Roland, Charlotte, Théroigne, Lucille, presque Jeanne d'Arc, étoilant le front d'une foule imbécile, nom des cieux, cœur divin qu'exile cette espèce de moins que rien, France bourgeoise au dos facile. Louise Michel est très bien. 4 mois plus tard, le bateau arrive et les prisonniers sont installés dans l'enceinte fortifiée de Nungo, située sur la presqu'île du Cos. Malgré des conditions de vie difficiles, liées entre autres au manque d'hygiène et de nourriture, finalement, elle s'y plaît bien. En mai 1875, avec les autres femmes déportées, elle est transférée dans la baie de l'Ouest, où elle se lie d'amitié avec les tribus Kanaks, et elle leur apprend à lire et à écrire. Puis, elle leur enseigne les premiers rudiments de la musique. Mais elle veut aussi apprendre ce qu'ils savent, connaître leurs légendes, les épopées guerrières de leurs ancêtres transmises de génération en génération. Louise assimilait avec rapidité la richesse de ces récits, tandis qu'intuitivement elle saisissait les nuances et détails de la vie et des mœurs kanaks et les enrichissait encore. Charles Malato, qui avait, avec sa mère, suivi à Nouméa son père déporté et avait lui aussi étudié ces peuplades, lui fit connaître ce qu'il avait recueilli, en particulier la langue, plutôt disons les dialectes des Kanaks. Un jour, estimant connaître suffisamment les dialectes, elle fit part à ses compagnons de son désir d'aller au sein des tribus sauvages. « Ah, vous êtes folle !» lui dirent ceux-ci, vous n'en sortirez pas vivante, et de plus, comme ces gens sont anthropophages, ils tentèrent de la dissuader par tous les moyens. C'était mal connaître Louise, qui était bien déterminée à mener à bien son projet. Elle partit donc à travers la jungle hostile, aussi décidée et sûre que lorsqu'elle faisait face aux soldats versaillais sur les barricades de la Commune. Et elle apparut, la nuit tombée, dans une clairière où les naturels, comme on les appelait, entouraient un feu. Pétrifiés, n'en croyant pas leurs yeux, ceux-ci regardaient s'avancer cette femme seule et sans armes. Méfiants, ils gardaient leur saguet à la main. Mais leur stupéfaction redoublait quand ils se virent saluer dans leur dialecte par cette apparition. Le vieux chef kanak
sa pochadelle, et un étonnant dialogue se noua entre lui et la frêle Louise. Gouche-nérée, moi, sœur, amie. Assieds-toi. Qui es-tu? Que veux-tu? Es-tu envoyé vers nous par les mauvais hommes blancs? Non, je suis une amie. Ah, tu t'es sans doute sauvé du bagne et tu espères que nous allons te cacher. Mais le Kanak ne cache jamais les prisonniers. Je ne me suis point évadée. Tu es ici depuis longtemps? 2 mois. Tu es criminel, sans doute. Tu as versé le sang de ton mari. Ah, tu as peut-être emprisonné tes frères. Non, je ne suis pas une criminelle. Alors pourquoi les Blancs d'Europe t'ont-ils envoyé ici? Louise alors entreprend d'expliquer au Kanak, attentif, l'histoire de la commune. Elle dit que parmi les Blancs, il y a des bons et des méchants. Avec ses amis, elle a voulu renverser les méchants du pouvoir. Elle leur raconte les phases de la lutte de Paris et ils comprennent. Tu es guerrière, comme nous. Tu as été vaincue comme les malheureux Kanaks quand ils ont voulu résister aux Blancs. Oui, les méchants sont toujours plus nombreux que les bons. Eux toujours tuer et toujours avoir raison. On conçoit que Louise n'en resta pas là et s'en fut rendre visite à d'autres tribus. À ses compagnons effrayés, elle disait « Oh, je n'ai pas peur. Je suis sûre qu'ils ne me feront pas de mal. Ils ne sont pas si méchants. » Parmi eux, elle soigna des bobos d'enfants, donna d'utiles conseils aux mères et aux hommes, qui retrouvent en elle une confiance absolue, et plus tard une véritable idolâtrie. Confiant, ils lui racontent les misères et les cruautés que les Blancs leur ont faites, et elle se fit leur porte-parole. Ils ont d'abord mangé l'igname dans l'accueil, qui est une marmite que nous leur offrions. Puis, ils ont coupé nos arbres, emmené nos femmes, ravagé nos cultures, pris nos places qu'ils occupaient dans nos villages, près des cours d'eau, nous refoulant dans la forêt. Et ne nous ont rien donné que la tristesse, tout en nous promettant le ciel et la terre. Elle arrive, même de leur récit, à établir les origines de leur effroyable habitude de l'anthropophagie. Au camp, elle a des disputes mémorables, terribles, avec la majorité des autres déportés, qui, considérant les Kanaks comme inférieurs, n'admettent rien qui puisse être en leur faveur. Un jour, elle se dispute si fort avec Boer que le gardien descend, croyant à une émeute. Une trentaine d'autres déportés prenant part à la dispute, 2 soutenaient Louise, les autres étant contre. Lorsque l'insurrection kanak contre la présence française éclata en 1878, Louise prit d'emblée parti pour les Kanaks. Les anarchistes et quelques autres déportés en firent autant, mais la grande majorité prit position contre eux et quelques-uns aidèrent même les forces gouvernementales pour combattre les révoltés. L'issue de ce combat était prévisible, les Kanaks se battant avec des frondes, des saquets et des casse-têtes, les Blancs avec les armes blanches d'Europe, des fusils et des canons de montagne. La veille de l'insurrection, un groupe de Kanaks vint faire ses adieux à Louise. Ils allaient rejoindre les leurs pour battre les méchants Blancs. Louise leur donna son écharpe rouge de la commune, conservée à travers 1000 difficultés, et leur apprit à quitter les filets graphiques. Cela n'empêcha pas les tribus d'être décimées et l'insurrection noyée dans le sang. Plusieurs tribus, près de 2000 hommes périrent. Louise assista impuissante à leur écrasement. Elle prit leur défense avec courage et véhémence et mit chacun devant ses responsabilités. En s'adressant avec amertume à ses co-déportés, elle ne mâche pas ses mots. Ils sont morts en luttant contre la tyrannie. Comme vous êtes ici, pour la même raison. Et la plupart d'entre vous avaient osé nier leurs droits. Par la suite, elle quitte la baie de l'Ouest pour Nouméa, où elle s'installe comme institutrice en 1879.
Si elle seule a compris, on peut dire à fond, ces primitifs, seule elle a su se faire comprendre d'eux. Pour cela, elle a des méthodes d'éducation bien à elle. À Nouméa, je pouvais, à mon école du dimanche, prendre le vif de la race kanak. Eh bien, elle n'est ni bête ni lâche. De fameuses qualités par le siècle qui court. La curiosité de l'inconnu les tient autant que nous, plus peut-être. Leur persévérance est grande, et il n'est pas rare qu'à force de chercher seuls une chose qui les intéresse, au bout de quelques jours, quelques années même, j'ai vu cela, ils viennent vous dire, moi compris, ce que toi as dit l'autre jour. Ils appellent ça l'autre jour. Il faut pour les Kanaks des méthodes mouvementées. La lecture, le calcul, les éléments de musique reçoivent, en les enseignant au moyen d'une baguette sur un mur où sont tracées les lettres, les chiffres et la portée, où un bout noir figurera les notes. Une allure mouvementée qui en facilitera la compréhension. L'écriture est apprise comme par intuition. Si au moyen de lettres mobiles on fait composer les mots, on est très vite étonné de voir le pauvre noir écrire très vite les mots convenablement. Et parlant de son piano, dont une partie des notes restait muette, son piano avec lequel elle faisait chanter ses élèves, Louise dit un jour, toujours confiante en l'avenir: « Ah, camarades, vous avez ri de l'orchestre kanak? Attendez un peu. Il y avait à mon cours de grands taillos, aux oreilles bien détachées de la tête, pour mieux entendre, et bien bercées par le vent de la mer, dans les palmiers, bien pleines des bruits de la tempête, qui, ayant rêvassé quelques 5 ou 6 ans sur le peu qu'ils ont appris, trouveront avec ce peu-là de quoi peut-être nous étonner. Monsieur Simon, maire de Nouméa, une des rares personnes intelligentes parmi les Européens officiels, comprit parfaitement Louise et lui facilita sa tâche autant que faire se peut. De temps en temps, elle apercevait sa tête à la fenêtre et elle était sûre de recevoir ce qui lui manquait. Bancs, planchettes pour sculpter, cahiers, etc. Et il y avait en plus même des pétards, du tabac et autres gâteries pour les enfants, pour les taillos notamment. Ce qui est certain, c'est que les taillos et les Kanaks, en général, avaient soif d'apprendre. Et ils racontèrent à Louise que si pendant la révolte, ils respectaient les pères maristes, malgré des 10 sous qu'ils leur prélevaient régulièrement, c'est que les pères leur apprenaient à lire. C'est lors de son long exil, vraisemblablement, que Louise se tourna vers l'anarchisme. Après l'amnistie générale des condamnés de la Commune, arrachés à l'Assemblée par Gambetta, elle rentra aussitôt en France, d'autant plus qu'elle venait d'apprendre que sa mère avait été frappée d'une attaque de paralysie. Le 9 novembre 1880, à sa grande surprise, elle est accueillie triomphalement à la gare de Saint-Lazare, à Paris, par près de 20 000 personnes, selon le Figaro. Le soleil la brûle. Elle a l'air d'une vieille paysanne, usée par les durs travaux de la terre. Elle est toujours vêtue de noir. Dans la foule, un homme à la barbe de faune et aux yeux bleus lève les bras en sa direction. À ses côtés, un enfant de 8 ans. Il s'adresse à elle d'une voix étouffée par l'émotion. « Regarde, regarde mon fils, c'est elle, une sacrée femme, pire !» Et oui, l'homme s'avance péniblement, se frayant un chemin dans la foule. Il traîne la jambe gauche qu'une balle qui s'est logée dans sa cuisse sur les barricades de Clignancourt. Et Louise l'a reconnu aussitôt, bien que 10 ans se soient écoulés. Et elle se précipite dans ses bras. Charles Gobain, le ferrailleur des Batignolles, est passé à travers les mailles du filet
Louise après les événements de la Commune et s'est rangé, comme l'on dit, sans oublier toutefois ce qu'il avait vécu à Montmartre et tous les amis qu'il avait perdus. Lui, dit-il, c'est mon fils Louis, je lui ai donné ton prénom. Ah, Louise, qui aime toujours les enfants, le serre dans ses bras en pleurant. De retour en France, Louise, l'insoumise, entend bien poursuivre son combat pour la liberté, la justice et ce qui sera désormais son combat principal, l'émancipation des femmes. S'en suivra une longue série de meetings et de réunions où elle rappelle chaque fois son combat pour la révolution sociale et prône l'anarchisme. Sa renommée franchit les frontières, les places de ses meetings sont chères, mais c'est, dit-elle, pour redistribuer l'argent des bourgeois aux ouvriers. Elle prône aussi le pacifisme. Les Parisiens et les Français en général aspirent à présent à la paix et à la fin des violences et des morts. George Sand, la vieille dame de Nohant, elle avait 67 ans en 1871, écrivait, avant même que ne s'achève la guerre, « Si la France enfin pouvait voter, ce ne serait ni pour l'Empire qui a entamé la guerre, ni pour la République qui la prolonge. » Cette position, adoptée par beaucoup, est celle du pacifisme inconditionnel. Louise prenait donc le pacifisme et inlassablement elle parle contre la guerre, contre les boucheries humaines, mais elle souhaite toujours la révolution. Ça peut paraître paradoxal. Elle souhaite toujours la révolution de toutes ses forces, de toute son âme, et à ceux qui lui objectent qu'une révolution ferait couler encore du sang, elle rétorque que les gens sont prêts, que la vieille société ogresse va mourir de sa belle mort, et qu'il n'y aura même pas besoin de faire couler du sang. Elle croit que l'heure est venue de l'humanité juste et libre. Elle n'a pas de doute. Elle a la foi, elle en est sûre. Et elle est si sûre, si enthousiaste que sa révolution utopique, sans violence et sans haine, l'on voudrait bien y croire. Et quand elle monte à la tribune et qu'elle parle, le miracle s'accomplit. Ce monde meilleur qu'elle dépeint, ceux qui l'écoutent finissent par le voir, par y croire. Et quand elle arrête de parler, les applaudissements fusent. Les gens sont conquis par la vieille dame en noir et tous ne sont pas de gauche. Ils appartiennent à toutes les classes de la société, à toutes les sensibilités politiques. Elle part pour la France, apportant aux foules subjuguées la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle. Quand le chômage sévit à Paris et que ceux qui ont faim se rassemblent, elle n'hésite pas à se mettre à leur tête. Le 9 mars 1883, elle conduit avec Émile Pouget une manifestation de chômeurs depuis la place des Invalides. Elle est arrêtée quelques semaines plus tard pour sa participation à la manifestation, puis incarcérée le 1er avril à la prison de Saint-Lazare au terme d'un interminable jeu du chat et de la souris avec la police. De nouveau, elle se défend seule devant les tribunaux et écope de 6 ans de réclusion. Quelques mois plus tard, elle est transférée à la prison de Clermont, dans l'Oise, dirigée par d'anciens Versaillais. Autant dire que les conditions de détention sont difficilement supportables. Cependant, en décembre 1884, elle est autorisée à rejoindre sa mère mourante grâce aux pressions de ses amis Clémenceau, Rochefort et Vaughan. Sa mère meurt le 3 janvier 1885. Et puis, quelques mois plus tard, le 22 mai, c'est son maître, son modèle, Victor Hugo, qui quitte ce monde ingrat, en prononçant ces paroles énigmatiques. Je vois de la lumière. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Et Louise se sent dès lors comme investie d'une mission sacrée, permettre à la lumière de continuer à briller et poursuivre l'œuvre de liberté et d'humanisme du grand poète. Elle sortira finalement de prison en janvier 1886 à 56 ans. Ensuite, pendant 5 ans, Louise Michel enchaîne et mitine les séjours en prison. Elle déchaîne les passions.
Ainsi, lors d'un déplacement au Havre en 1888, Pierre Lucan, un extrémiste, lui tire-t-il 2 balles dans la tête. Elle s'en remet peu de temps après. Puis, lasse des calomnies, des ragots et du manque de liberté, elle s'exile à Londres en juillet 1890. 5 ans plus tard, Charlotte Vauzel, qui vient du milieu anarchiste londonien, vient vivre avec elle et elle devient une précieuse aide dans tous ses déplacements. Louise Michel reprend alors ses activités d'institutrice, donne gratuitement des cours de français et continue en parallèle ses conférences. Elle suit de loin la vague d'attentats anarchistes qui a lieu en France. Elle ne les approuve pas, mais elle ne les condamne pas non plus. Elle poursuit également son combat féministe et se rend en 1897 à Marseille à l'invitation des socialistes et anarchistes régionaux. Elle connaît bien la cité phocéenne. Elle fera 6 séjours à Marseille. Son premier remonte au mois de juin 1892. Au cours de celui-ci, elle donna une conférence devant les femmes de la libre pensée à la chambre syndicale des boulangers, au cercle Esquiros et enfin au Théâtre des Nations, future salle Prade. Sur ces thèmes de prédilection, la prostitution, l'émancipation des femmes. Son charisme et son éloquence enthousiasment les Marseillais. En 1897, elle attire 2000 personnes au Chartreux où elle traite de l'idéal révolutionnaire et de la grève générale. Pendant les 10 dernières années de sa vie, elle partage son temps entre Londres et Paris. Elle fréquente aussi les milieux féministes socialistes, aussi bien ces milieux-là que ceux qui officient au très mondain congrès féministe de Londres. Par ailleurs, elle correspond avec la duchesse d'Uzès, une aristocrate liée au mouvement suffragette, afin qu'elle intervienne financièrement pour aider ses amis dans la gêne. Cette position n'est pas comprise par toutes les femmes, notamment son opposition au suffrage des femmes. Ça peut paraître paradoxal, et qu'elle explique en une phrase inscrite dans plusieurs de ses textes, ainsi que dans sa correspondance. Que feraient les femmes des droits politiques dont les hommes ne jouissent pas et qui sont morts? Alors c'est sans doute pour cela qu'elle avait refusé sa candidature blanche aux élections de 1885 que le Congrès socialiste lui offrait, ainsi qu'à quelques féministes notoires, dont la grande Sarah Bernard et Madame Clovis Hugues. Elle expliqua sa position à son amie Madeleine Pelletier, qui rapportera « Je lui reprochais en mon fort intérieur de ne pas être féministe, de consacrer ses dons, la force que lui donnait la célébrité, au service des hommes. Elle me dit qu'elle était féministe, mais que le mouvement des femmes étant trop exigu, elle était allée avec les hommes parce que l'action des partis masculins était plus large. » À partir de 1895, elle enchaîne les réunions à un rythme de plus en plus accéléré et va même faire une série de conférences aux Pays-Bas et en Belgique. Elle revient aussi à nouveau à Marseille, une ville qu'elle aime particulièrement, et de plus en plus, sans doute, je pense, à cause de son caractère de ville rebelle, insoumise, une ville en somme qui lui ressemble. La cité phocéenne va devenir pour elle à la fois un baume réparateur quand elle se sentira blessée par les attaques ou dans les moments de découragement, et un réservoir bienfaisant où elle puisera inlassablement l'énergie nécessaire pour continuer. Elle lui rend hommage dans plusieurs de ses textes en soulignant la résistance historique de la ville et de ses habitants aux divers oppresseurs, en rappelant que Marseille avait proclamé la République avant Paris, en septembre 1870, et en écrivant notamment « Marseille, nous te saluons. Nous saluons la province où se réveille le sang des Gaules. » Elle collabora avec plusieurs journaux proches de l'idéologie anarchiste qui était florissante à Marseille à cette époque. L'anarchisme, il faut peut-être en dire un mot, qui est en fait une branche libertaire du mouvement socialiste, connaît à Marseille un fort développement sous l'impulsion de Sébastien Faure. Marseille va concentrer plus de 80% des effectifs des Bouches-du-Rhône et c'est là que se déroule l'essentiel des activités, souligne à ce sujet Miss North.
Avec Sébastien Faure, Louise Michel crée Le Libertaire, qui sera même transféré pour un temps à Marseille en 1898. En 1902, elle est encore à Marseille et le 21 juin, sous la présidence du maire Siméon Flessière, dont on sait les sympathies pour la cause féministe, elle parle à la cité Juvénale et le 26 à la Bourse du Travail en présence du poète Clovis Hugues, qui participa à la Commune de Marseille, connut la prison pour cela et fut le premier député socialiste de France en 1881. Elle se sent finalement de plus en plus à l'aise dans cette ville et auprès d'une population qui lui témoigne une grande affection. Cette sympathie, et c'est ça qui est assez singulier, n'émane pas seulement de la classe ouvrière, des gens qu'elle défend. Elle reçoit en fait des messages de sympathie de la part de personnalités aussi diverses et à 100 lieues de ses opinions que Jules Cantini, qui offrira à Marseille en 1911 sa fameuse fontaine qui orne le centre de la place Castellane, Madame Noyer-Prat, catholique fervente, ou encore Gilles Charles-Roux, l'un des plus éminents membres de la Chambre de commerce. Sa sincérité et son enthousiasme touchent tous les Marseillais. 2 ans plus tard, la voici à nouveau à Marseille. Elle est très heureuse d'être là, mais elle est extrêmement fatiguée, épuisée même par ses tournées de conférences et son refus de prendre le moindre repos. Sa voix s'altère et s'essouffle. À Marseille, elle est sûre de retrouver toute son énergie et sa santé, mais rien n'est plus comme avant. Non, décidément, rien n'est plus comme avant. Même dans la ville de France où elle se sent sans doute la plus proche. Le public se raréfie. C'est le début de ce que l'on appellera la belle époque. On songe plus qu'à s'amuser. Les futilités prennent le pas sur l'essentiel et sur les problèmes sociaux. Mais Louise, l'insoumise, n'est pas prête à prendre sa retraite. Et elle continue son combat avec la même détermination qu'au premier jour. Au début de l'année 1905, elle se trouve à nouveau dans le sud de la France, à Nice. Se sentant de plus en plus mal, elle décide de rejoindre Marseille, la ville de son cœur. Aucune des autorités de la ville semble avoir été informée de son arrivée. Le 5 janvier, elle descend à l'hôtel Oasis, boulevard du Gommier, presque incognito. Aussitôt arrivée, elle doit s'inquiéter. La vieille dame n'a plus que la peau sur les os. Elle fait presque peur à voir. Son teint est livide. Seuls ses yeux illuminent d'une flamme toujours brillante son visage cadavérique. Elle doit beaucoup souffrir, mais elle ne se plaint jamais. Et trouve la force de sourire et de rassurer M. Munien, le directeur de l'hôtel. Celui-ci, qui, semble-t-il, ignore tout de l'identité de sa cliente, juge plus prudent de faire appel à un médecin, tant son état lui paraît grave. Le jeune médecin, qui se penche sur elle, ne peut étouffer un sanglot. Elle l'a reconnu, dès son entrée dans la chambre, et l'interroge aussitôt sur la santé de son père. Il a sa barbe et ses yeux, le docteur Gobin, Louis Gobin, installé à Marseille depuis la fin de ses études en médecine, il y a tout juste 1 an. Que le monde est petit. Louise est atteinte d'une congestion pulmonaire doublée de complications cardiaques. Son état est désespéré. 3 jours plus tard, le 9 janvier, Louis Gobin lui fermera les yeux. L'insoumise avait fini par se soumettre à la mort. Et dès lors, la nouvelle de son trépas allait parcourir la ville et laisser les Marseillais déconcertés et anéantis. C'est par milliers qu'ils se rendirent au cimetière Saint-Pierre où elle fut inhumée provisoirement. Louise Michel, l'insoumise, la rebelle, Louise Michel, la Vierge Rouge, avait cru bon de mourir dans une ville qui jamais ne voulut se soumettre durant sa longue histoire à ce multiples prédateurs. Étonnante reconnaissance d'une femme sincère et droite, Monseigneur Paulin Andrieux, évêque de Marseille, apprenant la nouvelle, invita les Marseillais
à prier pour elle. Le 20 janvier, son cercueil est conduit à Paris, où l'attend une foule immense et recueillie. Louise avait apporté à ses contemporains son énergie formidable et ses idées originales, son refus des carcans sociaux et idéologiques et son sens profond de la solidarité et de l'entraide. Et nombreux furent ceux qui poursuivirent après sa disparition ce flamboyant chemin d'émancipation. Je voudrais, pour terminer, si vous voulez bien, rendre un dernier salut à cette femme assez exceptionnelle à travers l'un des nombreux poèmes que Clovis Hugues, le poète Clovis Hugues, écrivit en hommage à la Vierge Rouge. Sérénade à Louise Michel. Les rimeurs t'offriraient leurs ballades nouvelles. On servirait ta gloire aux naïfs abonnés si tu t'étais trouvé au nombre des femelles qui tournaient en riant le bout de leurs ombrelles dans les grands yeux sanglants des captifs enchaînés. Mais qui nous chantera? Nous qu'on eut naguère, nous qui sans remords regardons la terre. Où dorment les morts? Qu'importe, nous irons devant nous, sans faiblesse, pensifs, la tête haute, la main dans la main. Les siècles nous ont fait une auguste promesse. Il faudra bien qu'un jour, le vieux monde nous laisse cueillir les fruits d'or de l'idéal humain, car nous voulons venger l'amour, tuer la guerre. Nous, qui sans remords, regardons la terre où dorment les morts. Clovis Hugues. Je vous remercie.